La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. George Sand, La mare au diable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la croisée des plumes. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade en forêt, avec le chant des oiseaux, l'odeur de l'humus, la sensation du vent sur votre visage et les tièdes rayons du soleil perçant à travers les feuilles des arbres. Aujourd'hui, on va parler de la nature dans les romans, en compagnie de notre invitée du jour, Josépha Juillet. Bonjour Josépha. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'avoir lancé. Pour commencer, je te propose de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors, du coup, moi, je suis Josépha Juillet, je suis autrice depuis 2021. Si on compte pas les années où je n'ai pas publié, on va dire. J'ai écrit une première trilogie qui est plutôt de science-fantasy qui s'appelle Terre des Ombres. Et j'ai écrit un début d'autres trilogies qui est une dystopie young adult Mutation. Et un one-shot chez les maisons d'édition Hurlevent, Le Serment de l'Encre Brume. Et quand je suis pas autrice, je suis psychomotricienne. Donc tu es une autrice hybride parce que tu es à la fois publiée en maison d'édition et en auto-édition. C'est ça, c'est un choix. Tu peux nous présenter tes romans, de quoi ils parlent, un peu plus quels sont leurs genres, présenter un peu plus en détail pour proposer les bases pour l'épisode du coup. Alors, allez, on va commencer par le petit young adulte, Mutation. Donc c'est une dystopie, ça se passe dans Paris dans le futur où il y a plus de nature du tout, puisqu'on parle de nature. Il y a plus de faune, plus de flore, et le seul lien des habitants avec la nature qui reste, ce sont des totems animaux qu'on leur a greffés génétiquement et qui normalement ne s'expriment pas trop, sauf dans le cas des mutations, où là ils deviennent complètement l'animal. Ça fait un petit peu désordre pour le gouvernement qui est mis en place. Donc les mutations, elles sont recherchées, poursuivies, traquées, voire reconditionnées ou tuées. Et c'est l'histoire de Claire et de son frère Camille qui un jour vont tomber sur une mutation qui potentiellement a le pouvoir de changer beaucoup de choses. Deuxième trilogie, Terre des Ombres, celle-ci est terminée. Il y a même l'intégrale qui est sortie. Donc c'est une trilogie de science-fantasy où là on va être plutôt donc à cheval entre science-fiction et fantasy. On est plus sur un genre adulte, mais bon après la classification j'ai toujours un peu de mal moi. Et ça se passe dans un monde où on va retrouver des ombres et des hommes. Les hommes, pour se protéger des ombres, ont construit des cités sous bulles super lumineuses. Voilà, pour justement que les ombres ne puissent plus vivre, parce que les ombres sont dangereuses pour eux. Au moindre contact, elles peuvent leur ôter la vie. Les seuls à pouvoir rétablir cette situation entre ombres et hommes pour pas que ce soit la guerre sont des chuchoteuses, qui sont des femmes, mais qui communiquent avec les ombres. Sauf qu'à l'époque d'où se passe mon livre, il n'y a plus de chuchoteuses. Donc c'est un petit peu compliqué. Jusqu'à ce qu'arrive Adèle, qui est jusqu'à présent une archiviste sans envergure et qui va se retrouver propulsée chuchoteuse et donc prise dans les jeux de pouvoir entre l'impératrice qui dirige les bulles et les ombres qui vont l'attirer plutôt au dehors avec tout leur côté chamanique et dans la forêt. On retrouve encore la nature. Et le dernier, j'ai pas parlé de ma petite romance dans une nouvelle, mais bon, ça c'est vraiment un petit extra, il n'y a pas de nature dedans. Et le dernier, donc aux éditions Hurlevent, c'est Le Serment de l'Encre Brume, et là on va retrouver 3 personnages, Samson, Alix et Célène, chacun qui ont un rapport avec la forêt de l'Encre Brume. Célène qui, elle, habite près de la forêt dans son château médiéval et qui va se retrouver confrontée à une série de meurtres inexpliqués et inexplicables. Alix qui, elle, va se retrouver à devoir traverser cette forêt malgré le fait qu'on l'a disentée et peuplée de créatures très dangereuses. Et Samson qui, lui, il vit dans un coven de sorcières. Pour l'instant, moi, j'ai lu que Le Serment de l'Encre Brume, il y a tout récemment, là, du coup. Alors, j'ai peut-être être, moi, dans ma conversation, un peu axée sur ça, du coup, mais ouais, mais n'hésite pas à intervenir sur tes 2 autres sagas pour compléter, bien sûr. Est-ce que tu peux revenir sur un peu sur leur genèse, comment t'es venue l'idée d'écrire ces histoires qui sont alors d'un côté t'as quand même de la fantasy, etc. D'autres tu touches également d'autres genres, la science fantasy c'est un genre que moi je connais pas trop encore.
En fait, je sais pas si j'ai vraiment choisi. Que ce soit Terre des Ombres ou Mutation, à la base, c'est un rêve que j'ai largement modifié derrière. Mais en tout cas, c'est vraiment le côté onirique qui m'a apporté ces trames d'ambiance et de scénario. Pour chacun, ça va être le prologue en fait. Donc on va retrouver euh, pour Terre des Ombres et pour Mutation, chaque prologue en fait c'est un de mes rêves. Et pour le Serment de l'Angrebrume, c'est un petit peu différent puisque j'avais en tête une histoire de sorcière que j'avais envie d'écrire, vraiment le côté sorcière Moyen Âge, le côté coven, les colifichets et les herbes, et avait couplé avec un petit côté quand même petit chaperon rouge qui me tenait à cœur. Voilà. Mm. J'ai reconnu les petits clins d'œil quand on voit, du coup, c'est Alix qui a sa cape rouge dans la forêt. Au C'est début, ça. j'ai ah Voilà. oui. Et Voilà. bien sûr, les loups. Après, Ouais. voilà, il y a une grosse présence des loups aussi. Oui, l'Angrebrume, juste dire que c'était vraiment ce côté oui sorcellerie couplé au conte du petit chaperon rouge et cette ambiance de forêt avec. J'avais envie vraiment de la forêt personnifiée dedans et voilà, d'en Mm. faire un vrai personnage. J'ai adoré Voilà. cet aspect-là. On va pouvoir en reparler plus en détail. C'est cool. Ouais. Et enfin, pour clôturer cette première partie d'introduction, la traditionnelle question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu peux nous partager soit ton livre préféré, ou si c'est trop dur de choisir, ton dernier coup de cœur littéraire? Un de mes auteurs préférés, ça reste Stephen King et c'est vraiment mon adolescence et je le lis maintenant plus occasionnellement parce que je suis moins attirée par le côté horreur, thriller, fantastique un peu glauque qu'il peut proposer. Après, un livre récent que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le livre qui refusait de brûler, qui m'a vraiment bluffé par la richesse de l'univers et par les trames entrecroisées. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Mais j'ai J'ai pas de livre beaucoup. préféré parce que c'est trop dur. Mais oui, c'est ça. Je sais la question. C'est pour ça, au début, je me dis, ah oui, même moi, je serais pas capable de le citer le Non, mien. c'est Du coup, terrible. je dis, bon, le coup de cœur. Voilà, c'est bien le coup de cœur. Puis comme ça, si je réinvite des personnes, la réponse peut changer à chaque fois. Donc, c'est Exactement. Ouais. bien. Merci beaucoup, Josépha. Comme ça, Mais de ils rien. ont une première idée de qui tu es en tant qu'autrice. Et maintenant, on va pouvoir parler de tes écrits. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture de la nature. C'est un sujet que tu m'as proposé et qui a tout de suite trouvé un écho en moi parce que j'ai regardé en fait et moi aussi, ben, plus ou moins consciemment, j'ai mis en scène la nature dans presque tous mes romans, enfin Ouais. même dans tous mes romans, Mm. dans certains plus que d'autres, on va dire. Ouais. Donc voilà, je voulais te demander déjà, alors pourquoi toi tu m'as proposé ce thème? Quelle est l'importance de la nature dans tes romans? Bah Vaste justement, je me question. suis aperçue que c'était une récurrence aussi, que ce soit l'absence de nature dans Mutation et l'omniprésence de la nature dans l'Angrebrume. Mais je pense que ça fait partie aussi des questions de fond dans le monde dans lequel on vit, quand même, le côté écologie et le côté avenir un peu pessimiste qu'on peut avoir par rapport à ça. Et puis aussi, c'est important pour moi, la forêt. Voilà, ça reste quelque chose qui m'inspire quand même pas mal. C'est peut-être petite question peut-être indiscrète, mais est-ce que ça a un rapport là où tu as grandi? Tu vois, par exemple, moi j'ai grandi à la campagne, la forêt, etc. C'est toute mon enfance, donc je pense que ça joue un Ouais, rôle, tu vois. ouais, carrément. Pendant mon enfance, j'habitais à côté d'une forêt. On allait souvent y jouer avec mon ami d'enfance. Et c'est vrai que là où j'habite, il y a une forêt aussi juste à côté, et ça reste des sorties qu'on fait assez facilement dans la famille. Et c'est là, surtout sur Terre des Ombres, où j'ai retrouvé vite l'inspiration, on va dire, pendant que je marche. Voilà. Enfin, ça, les balades en forêt, perso, c'est Ouais, le meilleur moyen vraiment de... Enfin, t'es sans tes écrans, sans le téléphone, t'es coupé du monde et c'est hyper inspirant en fait, ça ressource, je trouve. exactement. Quand je coince sur quelque chose, voilà, une petite balade, etc., ça me vide l'esprit et généralement ça va mieux. Oui, c'est exactement ça. Après, je pense aussi c'est parce qu'on fait une activité à la fois qui a rien à voir et qui nous laisse l'esprit libre de vagabonder et pour Mm. autant d'engranger un peu ce qui se passe autour de nous. Donc il y a une espèce de double flux qui se fait. Enfin, je sais pas, Oui, c'est un peu c'est ça. étrange, mais ouais. C'est autre chose que la douche, tu vois. Sous la douche aussi, ça fait Ouais, du bien. ouais, Mais là, t'as carrément. vraiment tout un monde autour de toi, t'as plein de choses à observer. C'est ça. Ouais, donc, la faune, la flore. Hein.
Et puis il y a une espèce de, je sais pas, il y a une espèce de protection, de bulle, de silence qui peut se faire dans la forêt, qu'on retrouve pas ailleurs, dans les autres paysages. Ouais, il y a vraiment ce côté cocon aussi. Et en même temps, ce côté un peu flippant des fois aussi. Bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ouais. Alors, pour structurer le podcast, moi, j'ai préparé 3 catégories, entre guillemets, par rapport à notre écriture. D'abord, je voulais parler de la nature dans nos descriptions. Puis de la nature et son utilisation symbolique, j'ai appelé ça comme ça. Et enfin, je voulais parler des cas où la nature devient presque un personnage à part entière. Tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure. Donc, premier point, la description de la nature. Comment la mettre en scène? Comment on le fait, nous? Vaste question. Oui. Alors, en plus, au tout départ où j'écrivais les descriptions, c'était vraiment compliqué pour moi. Et c'était vraiment ce que j'avais le plus de mal à faire. Et pour autant, je me suis rendu compte que ce genre de description-là, c'était pas les plus difficiles. C'est bizarre peut-être, mais voilà. Mais il y a quelque chose de très sensoriel aussi. Je pense que ça marche bien. Dans la forêt, il y a beaucoup d'odeurs, il y a le bruit, il y a tout ce qui va être autour du toucher, la vue bien sûr. Donc il y a quand même, enfin moi je m'appuie beaucoup sur le côté sensoriel de la nature. Dans l'Enduit Brume, t'es vraiment, t'es plongé dans l'atmosphère de la forêt. Hein. Franchement, c'est un des points forts que j'ai beaucoup aimé de ton roman en fait. Tu l'incarnes vraiment et puis de toute façon toute l'intrigue tourne autour de ça. Soit on est dans la forêt, soit on est aux alentours de la forêt, voilà, au bord. Donc le nom, le titre est très bien trouvé par rapport à ça. Hein. Oui, c'est vraiment ce que j'avais voulu dans le livre. Mais même dans Mutation, en fait, ils vivent en ville et sans nature. Et à un moment, bon, c'est pas un gros spoil, hein, mais à un moment, ils vont se retrouver confrontés à un brin de nature, quoi. Et rien que cette première rencontre, elle est complètement en décalage et enfin, c'est assez extraordinaire en fait, quoi. Il y a le côté extraordinaire de cette première rencontre avec quelque chose qui est vivant mais qui n'est pas de l'humain ou de l'animal, quoi. Ouais. C'est intéressant de travailler la nature par son absence justement et le contraste que ça fait en fait. D'avoir un peu le côté à la fois foisonnant d'un côté et puis le côté absence de l'autre. C'est une autre facette. D'un côté t'as l'Enduit Brume, on est vraiment à dedans et là t'as moi, je m'étais tournée en premier vers l'Enduit Brume justement parce que le côté dont tu m'avais un peu parlé, cette ambiance qui se dégageait du roman, des extraits que j'envoyais, le côté un petit peu chaperon rouge, etc. Ça évoquait directement mon imaginaire à moi, ce que j'aime lire, ce que j'aime écrire, tu vois, et je retrouve un peu ça dans mes romans, tu vois. L'action, elle se déroule souvent dans une nature sauvage. Enfin, il y a une forêt qui est soit réelle, soit imaginaire. Où ce naturel il se mêle souvent, donc parce que c'est peut-être pour ça que j'aime bien tes livres aussi alors. Puis c'est tellement un lieu emblématique de l'imaginaire, la forêt, tu vois. Dès les contes il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est ça, c'est à la fois ça peut être à la fois un lieu de passage. D'ailleurs, au début de l'Enduit Brume, Alix elle est censée la traverser, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça. Mais c'est aussi quand on s'y perd, quand on s'y installe, voilà, ça devient un royaume à part, hors du temps, avec ses propres règles. C'est comme on disait, comme dans la vraie vie, moi, c'est un lieu qui m'apaise autant qu'il m'inspire. Voilà, puis il y a ce côté domestication de la nature, ou vivre en paix avec la nature. Qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Qu'est-ce qu'on lui donne pas? Est-ce qu'on prend? Enfin, il y a toutes ces questions-là derrière aussi, de ce rapport à vivre avec, en tout cas. Moi, dans mes œuvres, du coup, quand j'ai regardé, la plus évidente qui me semblait, c'était La Bête du bois perdue. C'est même dans le titre, quoi. Mais je me dis, je vais peut-être en parler plus tard parce que c'est le genre de cas, justement, la forêt est presque un personnage. Donc, je regardais, par exemple, quand je regarde le traitement de la nature dans Le Reflet brisé ou dans une autre œuvre comme La Mélodie des limbes, je la traite différemment. Il y en a un où ça va être plus un traitement réaliste de la forêt dans ses descriptions, etc. Et dans l'autre, je vais utiliser la forêt, la nature plus généralement, comme vraiment quelque chose d'imaginaire. Elle est complètement, comment dire, irréaliste, onirique, tu vois. Tu vois, dans l'Enduit Brume, il y a un peu c'est de l'imaginaire. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, ouais.
Ouais. Dans Mutation, en revanche, elle est très très terre à terre parce que il y a aussi ce côté animal dans Mutation qui vraiment exacerbe un peu ce côté oui très basique et très instinctif de la nature. Et ça, c'était intéressant, je trouvais aussi à exploiter. Et dans Terre des Ombres, on est un peu à cheval entre les deux parce que c'est pareil, ils vivent dans des bulles, ils vivent très protégés pour ne pas vivre au contact des ombres. Et pour autant, ils sont bien obligés de faire de l'agriculture pour vivre, donc ils sont bien obligés de vivre au contact avec la nature, mais c'est un rapport particulier aussi. Et quand on habite les bulles et qu'on se retrouve confronté à la nature, il y a tout un tas de protections, il y a une mise en danger permanente en fait, qui est voilà aussi un peu différente. Ouais, ça propose une autre facette aussi Ouais, c'est de la ça. nature. La Mm. nature qui peut être à la fois un lieu de refuge, ça peut être aussi un danger, ça peut être... C'est ça. Mm. Et puis ouais. c'est quoi en fait exactement? Jouer entre les deux, c'est sympa aussi. Mm. Elle peut avoir multiples facettes. Moi, je sais que dans le reflet brisé, ça dépend du moment, ça dépend du personnage, tu vois. Mm. Par exemple, ça peut être un refuge pour Kirsten, Mm. mais ça l'a pas été toute sa vie, quoi. Il y a Mm. un certain passage de son enfance où on Oui, découvre que, voilà, je sais oui. pas trop en Que dire, la du coup. forêt, c'était pas trop son truc, quoi. Voilà. J'ai quelques souvenirs. Donc, ouais, c'est pour Vice, c'est donc le prince, c'est un lieu de fuite, c'est un lieu aussi Mm. où il va de renaissance presque, où il va être subir toute une remise en question de toute son identité, et ça va le transformer en Mm. tant que personne. Voilà, c'est un peu c'est ça. Encore une fois, c'est Mm. le rite de passage en fait. Oui, C'est ce qu'on retrouve dans les récits initiatiques. c'est ça. Et, Mm. et dans le reflet brisé, voilà, je voulais vraiment d'un côté, il y a des passages où c'est vraiment un lieu de danger. Enfin, le personnage s'y perd, ils sont tiraillés par la fin, il va vraiment lutter pour y Mm. survivre, quoi. Donc c'est là où on va être sur quelque chose de froid, de sombre, de dangereux tout simplement. Mm. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, le passage avec le trou, les vers de terre, ça m'a Voilà. dégoûté. Bah voilà, bravo. Une autrice qui est dégoûtée par ce qu'elle écrit. C'est moche. C'est ce que je vivais, le truc, tu vois. Ouais, ouais. Il y a le passage aussi où d'un moment Vice donc est en fuite, il est blessé, il doit littéralement se Mm. traîner dans la forêt, il est Mm. convaincu qu'il va mourir, etc. Il y a tout Mm. ça. Où c'est vraiment le moindre souffle de vent lui fait mal tellement qu'il est Mm. blessé et transite froid, tu vois. Et d'un autre côté, t'as d'autres personnages comme Kai qui est lui le chasseur, lui est capable de pister dans la forêt, c'est vraiment là où il a grandi. Et vraiment en osmose avec la forêt. Et il y a aussi du coup les guérisseuses qui sont un peu, tu sais, ces femmes un peu Oui, sorcières, entre guillemets, c'est ça. le genre de personnages qu'on retrouve également dans l'Enduit Brume, Oui. qui sont vraiment Mm. au cœur de la nature, quoi. Oui, et c'est pareil moi aussi dans Terre des Ombres, puisque j'ai trois personnages où j'ai donc Adèle qui vient des bulles et qui du coup ne connaît pas la nature. Mm. Et en fait, justement, j'ai aussi mis en opposition le personnage de Yuni qui, elle, habite les villages donc à l'extérieur en confrontation avec la nature et qui, elle, est dans son élément en fait à l'extérieur. Et donc, voilà, voir comment les deux vivent l'opposition un peu très futuriste des bulles et le côté très nature bah, de, des villages en fait qu'on va retrouver un peu dans les Miyazaki, notamment dans Mononoke. C'est ça Oui. qui m'intéressait bien aussi. En tout cas, dans Terre des Ombres, c'est vraiment plus cette inspiration-là. Du coup, j'imagine que ça va être difficile de répondre à cette question sans trop en dévoiler, mais ça doit être intéressant de voir comment le personnage qui découvre la nature, bah, ça doit le transformer en fait Oui, mais oui, automatiquement. c'est tout l'enjeu dans Terre des Ombres en fait. C'est cette rencontre avec la nature, mais cette rencontre avec les ombres aussi, puisque comme Adèle se retrouve propulsée chuchoteuse, elle est obligée d'être en contact avec les ombres, et les ombres c'est une entité de la nature Mm. que personne n'approche. Et donc il y a aussi tout ce rapport à l'autre et ce rapport à l'étrange et à l'étranger qui en font. Ouais. Ta Et- comparaison avec Miyazaki, ça me donne encore plus envie de découvrir ton. C'est mon réalisateur préféré en fait. ouais. Et oui, il a une façon de sublimer surtout dans Mononoke, hein, Mm. pareil, la nature, pour moi, elle s'incarne tellement, C'est ça. littéralement, Mm. elle prend sa revanche sur les hommes, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Alors c'est pas, voilà, ça reste une inspiration, hein, ça Mm. ressemble pas, mais en tout cas cette opposition entre les deux, entre la technologie et la nature, m'intéressait bien à travailler dans celui-là. Parce que Mm. on retrouve moins, un peu dans Mutation parce que bah, voilà, c'est sans nature, mais c'est peut-être presque plus basique et pas du tout dans l'Angre Brume puisque de toute façon la forêt est au cœur
de l'histoire, quoi. Que j'ai trouvé comme point commun hein, dans l'Andrew Brume, mais par exemple comme dans le Reflet brisé, par rapport, tu sais, à ces personnages qui sont vraiment liés à la nature de façon presque surnaturelle, même si dans le Reflet brisé, c'est jamais dit ouvertement que ce soit des magiciennes ou des sorcières, mais il y a ce côté vraiment l'ambiguïté des femmes guérisseuses à l'époque, tu vois. Oui. Est-ce qu'elles sont juste qu'elles s'y connaissent en plantes médicinales ou est-ce qu'elles ont des pouvoirs voilà. C'est ça. Et du coup, moi j'aimais bien tous les passages où Alix va devoir apprendre à se débrouiller dans la nature. Elle fait la connaissance d'une femme qui habite là et elle va apprendre à récolter en fait les ingrédients que lui offre la nature pour concocter des breuvages, des remèdes, etc. Alors moi je sais pas si tu as fait des recherches, moi par exemple pour le Reflet brisé, je m'étais éclatée à faire des recherches parce qu'il y a pareil, il y a des plantes qui sont utilisées pour soigner et pour tuer tout simplement des poisons. Et du coup, je m'étais amusée à regarder un peu ce qui poussait dans les forêts européennes, aller chercher les noms vernaculaires, tu vois, pour parce que ces gens-là, en fait, ces gens du peuple, etc., ces guérisseuses, elles vont pas utiliser des noms savants, des noms latins, des noms qui sont utilisés, voilà, dans leur langue de tous les jours. Et justement, j'aimais bien, ça donnait aussi un petit côté un peu ancien, je t'avoue, enfin, tu vois, qui va bien avec le genre. Et genre, tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, tu vois, les dents de lion, enfin, c'est le pissenlit, mais je trouve dents de lion, ça fait plus classe, mais un peu plus ancien. C'est le nom anglais. C'est ça, dandelion, ouais. Donc, on voit une racine commune. Et parce que pissenlit, c'est vrai, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai, quand tu regardes. C'est diurétique aussi. Du coup, faut se méfier avant de se coucher. Tu fais pas de tisane de pissenlit, quoi. D'accord. Mais tu vois, j'ai pris d'autres plantes. Moi, j'avais on va jouer un petit jeu, tu vas me dire. Tu vois, moi, j'ai le millefeuille, doigt de mort, pleurs d'orphelin et dés à coudre. Il y en a un que j'ai inventé dedans. C'est vrai? Ouais. Parce que pour les besoins d'intrigue. Ah ouais. Disons que j'avais besoin d'un poison qui marche d'une certaine façon. D'accord. Alors là, qu'il est millefeuille, je connais. Ouais. Après, et qu'est-ce que t'as dit d'autre, vas-y? Doigt de mort, pleurs d'orphelin, dés à coudre. C'est le dé à coudre, non? Non, il existe celui-là? Ouais, les trois sont des poisons, mais il y en a un que j'ai inventé. Du coup, c'est le dé à coudre, en fait, c'est la digitale. Ah, c'est la digitale. En fait, parce que du coup, les fleurs de digitale ressemblent, c'est vrai, un peu à des Oui, c'est vrai. Et en fait, alors c'est en français, on les appelle les ganteliers, et en fait, mais j'ai pris le Fingerhut allemand, qui veut dire dé à coudre, et comme le reflet brisé, inspiré de l'Allemagne, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite variante, tu vois. Et les doigts de mort, c'est, je sais plus le nom, en gros, c'est une plante qui ressemble à ciguë, quoi. D'accord. Et donc, j'ai inventé les pleurs d'orphelin. Ça se marie bien, hein, c'est bon. Alors moi, j'ai rien inventé. Hein. Toutes les plantes décrites dans l'Andrew Brume existent. Des belles recherches, c'est toujours intéressant, je trouve. Oui. Bon, il y avait le côté apothicaire aussi qui me plaisait bien. Bah avec le personnage nature, même au château. De Jeanne. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et c'est parce que le personnage des guérisseuses de cette femme qui vont découvrir leur lien avec la nature, etc., automatiquement, vu que c'est inspiré d'un Moyen-Âge, l'imaginaire qu'on se fait, automatiquement, on va avoir des regards assez négatifs sur ces femmes qui s'épanouissent dans ça. Donc, c'est ça. On a ça aussi en commun dans les romans. J'ai beaucoup aimé faire ces recherches parce que j'avais l'impression de redécouvrir en fait la nature par chez moi en fait. Alors si je me paume dans la forêt, je risque pas de survivre parce que bon bah moi non plus. Hein. Mais moi je saurais peut-être quel est le nom de cette fleur. C'est déjà pas mal. Ouais, j'avais même trouvé le bois de velours. Ça c'est un truc que je connaissais pas. Tu sais, le velours qu'il y a sur les bois des cerfs, tu peux écouter, ça a des vertus, en fait. Oui, il paraît, ouais. Ouais, et du coup, vraiment, Kai, pour soigner Vice, il lui fait boire un truc au bois de velours, en fait. Et je me suis dit, mais j'aurais jamais deviné, en fait, il y avait ça sur les bois des cerfs. C'est aussi utilisé en Asie, par exemple. Donc, mais il y a des trucs bizarres partout, hein. Vous aurez sûrement appris des trucs, chers auditeurs. Ne faites pas la même chose chez vous.
Est-ce que tu voulais revenir sur d'autres choses par rapport à la nature dans la mise en scène, on va appeler ça, je sais pas comment dire. Non. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont plus inspiré que d'autres? Par exemple, tu vois, moi, dans la Mélodie des Limbes, j'ai vraiment axé sur l'automne, automatiquement, vu que c'est un peu la thématique, parce que du coup, il y avait certains, ce que j'ai mis en avant dans cette saison-là, donc qui est particulière pour la nature, puisque presque on peut dire qu'elle est en train de s'éteindre presque à l'arrivée de Ouais. l'hiver. Et je trouve que ça correspondait bien à la thématique du roman, qui est les limbes, c'est une transition d'un état à l'autre, vers le printemps de ta vie à l'hiver de ta vie, enfin, pour te dire la mort, quoi. Et donc, je trouvais que ça, tu vois, que le décor s'est imposé de lui-même. Donc, je trouvais ça intéressant de travailler ça, le fait que ça soit donc un automne éternel, qui me permet dans toutes les sensations, comme tu disais, de mettre en avant certaines senteurs qu'on va associer à l'automne, l'humus, les feuilles mortes, les marrons écrasés, l'ambiance un peu humide, les couleurs marron, dorées, tu vois. Et ça, en fait, je pense que ça crée un imaginaire, une ambiance, on en avait parlé dans l'épisode d'ailleurs. Une identité aussi. Une identité, qui est propre à ça. Et on commence, en fait, quand Elisabeth, elle se réveille la première fois dans les limbes, elle est c'est un automne un peu genre fin septembre, tu vois, début octobre, le soleil brille encore, puis au fur et à mesure qu'elle va s'enfoncer, il va faire de plus en plus froid et la nature ne passe l'hiver, quoi. Donc, et du coup, c'est de plus en plus hostile parce que justement, c'est plus elle s'enfonce dans les limbes, plus elle prend le risque de ne pas pouvoir se réveiller et repartir dans le monde éveillé. Donc voilà, donc c'est pas révolutionnaire, hein, ça va de soi comme métaphore, mais justement, je trouve que c'était intéressant d'accompagner ça plutôt que de faire imaginer parce que les limbes, je pouvais leur donner n'importe quelle forme techniquement, mais là je pense que je me suis raccrochée à ce côté-là, voilà, nature, automne, parce que c'est quelque chose qui me ça donne un cadre aussi. Alors dans Terre des Ombres, clairement, c'est plutôt printemps, été. Il y a une grande importance d'un certain champ de tournesol, par exemple. Donc on va voir justement fleurir et mûrir au fur et à mesure de la trilogie. Et après, pour Mutation, c'est plutôt l'hiver, en tout cas sur le premier tome. C'est justement le contraste qui m'intéressait entre la ville où c'est froid et il se passe rien à part le gris du béton et puis finalement la nature où il y a la neige, où il y a les sapins, où il y a d'autres senteurs, d'autres univers aussi. Et ça, en tout cas au début de la trilogie, c'est l'hiver. Après, comme ça dure sur un certain temps, ça va se terminer sur l'été. Mais il y a le passage des saisons aussi avec cette découverte de la nature et des saisons qui la changent et qui la modifient aussi, et le rapport à la nature qui change en fonction des saisons. Et puis dans L'Angre Brume, ma foi, c'est un peu toutes les saisons, puisqu'on suit tous les rituels, tous les rituels du coven de sorcières de Samson, notamment les rituels de printemps avec lui. Et puis, on va suivre progressivement Célène, elle, c'est l'hiver, et Alix, plutôt l'automne. C'est drôle. Mais ça, c'est les différents aspects de L'Angre Brume, on va dire. Enfin, ce qui est drôle, c'est pas drôle, c'est intéressant plutôt. Parce que le fait que je pense que c'est conscient, comment tu décris les personnages, Célène, elle va être décrite comme les cheveux très clairs, tu vois, presque blancs, du coup, associés à l'hiver. Et Alix, elle a la capuche et elle est rousse. Voilà, donc l'automne, Oui, après, c'est toujours sympa de s'amuser avec le symbole, en fait. Voilà, autant accentuer. Parce que ça va participer aussi, je trouve, de l'immersion de la lecture. C'est-à-dire que c'est pas des choses que tu vas comprendre à la première lecture ou que tu vas te dire tout de suite, voilà. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, tu dis ah oui, il y a ça aussi et ça derrière. Et finalement, ça t'a encore plus plongé dans l'ambiance à ce moment-là, sans que tu saches dire exactement pourquoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Cette diffusion un peu. Et dans L'Angre Brume, tu choisis aussi de donner beaucoup d'importance aux loups. Ils ont un rôle très actif. Il y a plusieurs loups. Ils sont nommés également. Oui. Et d'où t'es venu des personnages. C'est par rapport
au lien avec l'inspiration Petit Chaperon Rouge, ou pourquoi ou ça venait d'autre part? Au départ, c'est vraiment l'inspiration Petit Chaperon Rouge, et puis lié à la femme qui habite la forêt, qui peut être assimilée quelque part au grand méchant loup, hein, au départ du livre, en tout cas. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant, de très sauvage dans le loup, et de l'incarnation un peu comme ça, justement, de la sorcière, du chamanisme, cette espèce de don de double vue. Enfin voilà, on le retrouve dans chaque mythologie en fait un peu. Ouais. Le loup est présent dans Mutation aussi. Ah. Il se lie avec les personnages humains du récit, et ce que j'aime bien, c'est que tu prends le contre-pied par rapport au rôle que peut avoir le loup dans le conte d'origine aussi. Voilà, c'était un peu amusant à faire que si après les méchants sont que méchants et les gentils que gentils, on s'ennuie. Donc il faut leur apporter un petit peu de nuance et de profondeur, on va dire, et une part d'étonnement aussi, parce que puis bon, l'Angrebrume la forêt en soi était déjà assez sombre pour ne pas en rajouter une couche. Mais j'aime bien qu'on voit différents aspects de l'Angrebrume. Des fois, on la voit sombre, des fois, on la voit bienveillante, etc. Ça dépend des passages. C'est ça. Et ça correspond bien à l'ambiguïté qu'elle a en tant qu'endroit, qu'en tant que personnage. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le personnage qui est l'antagoniste de ton roman, j'ai beaucoup aimé aussi ces nuances que ce personnage a. Donc, ça oui, correspond c'est pareil. Cet antagoniste, il a aussi son propre lien avec la forêt. Et voilà, c'était important de pas en faire un tout noir. Même si accessoirement il est vêtu de noir, mais c'était intéressant d'en faire aussi autre chose. Je pense qu'on va pouvoir passer au point suivant. Ouais. La nature comme symbolique. Quel sens lui donne-t-on dans nos récits? Même si à chaque fois ça va se répondre, et on a déjà un peu parlé, parce que c'est voilà, l'ambiance, la description, le cadre est lié en fait à ce qu'on veut insuffler comme sens, donc. C'est ça en fait. Je trouve le symbolisme, c'est surtout droit de vie et de mort, quoi. Enfin voilà, dans la forêt, dans la nature. Alors, c'est surtout la forêt, hein, la nature chez moi. Moi aussi. Mais pas que, mais beaucoup quand même. Et après, c'est surtout comme tu disais, cette ambiguïté qu'on peut y retrouver. Et finalement, je sais pas si c'est un symbolisme en tant que tel. Après, il y a des éléments de symbolique derrière, mais je pense que c'est plutôt l'ambiguïté, à la fois la ressource et puis le danger que ça peut représenter, quoi. C'est ça. Parce que souvent, c'est vrai que la nature, on l'associe souvent à la vie, quand on veut, tu vois, représenter la mort contre la vie. La vie, elle va être plus représentée avec quelque chose de fleuri, par exemple. Voilà, tu vois, c'est l'habituelle dichotomie qu'ils font maintenant avec Hadès et Perséphone, par exemple. Tu vois, souvent on voit ce visuel-là. Mais la nature, ça peut être aussi des catastrophes naturelles, voilà, des choses, c'est les deux. Voilà, c'est cette dualité, c'est les deux. C'est à la fois ce qui fait naître, voilà, la vie, qui est le miracle de la vie, mais aussi des choses d'incontrôlables qui peuvent être terrifiants. Et quand tu vois tout ce qui est tsunami, séisme, orage, etc. D'ailleurs, t'as un personnage dans l'Angrebrume qui est capable de manier les éléments. C'est hyper intéressant. Surtout au niveau météo, pas tellement les éléments. Enfin, après, je me suis un peu basée quand même sur les éléments de manière générale pour tout ce qui est sorcellerie, parce que je trouvais ça intéressant justement en lien avec la nature. Enfin, ça allait avec. Donc, chaque sorcier a une affinité avec un élément, que ce soit l'eau, la terre, etc. Et puis, il y a ce côté un peu, météo, pour extrapoler un petit peu, quoi. En fait, c'est la forêt qui leur transmet, qui leur offre ce pouvoir. Donc encore une fois, le lien est là, indissociable. C'est ça. C'est la forêt qui choisit.
Moi, j'ai regardé un peu dans mes œuvres et en fait, je me suis aperçue, c'est ce qui revenait, c'était la symbolique des fleurs. Ah oui. En fait, j'en ai un peu dans chaque roman. Mm. Euh, Bah, sous un carré d'immortel, c'est évident. ouais, pour le coup, voilà, Ouais, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. c'est Pardon. ça. Voilà, bah ouais, c'est vraiment là, c'est le plus évident, c'est le plus Ouais. travaillé parce que il y a le personnage d'Arthur qui est passionné de botanique et il y a tout un Mm. truc autour du langage des fleurs. Moi, Mm. j'adore les langages des fleurs, c'est que pour passer un message avec des bouquets, voilà, tu choisis Ouais. tes fleurs et ça veut dire quelque chose, quoi. Mm. Et bon, bah, les immortels, c'est un peu évident, comme voilà, le nom est très beau, je trouve, et très bien trouvé, donc c'est tout ce qui est Mm. l'éternité, l'amour éternel Mm. et tout. Mais il y a aussi, dans un carré d'immortel, il y a d'autres références à d'autres fleurs, hein. Il y a le coquelicot, le bleuet qui sont évoqués, qui Mm. sont liés dans l'imaginaire à la Première Guerre mondiale, en fait. Donc, t'as plein de monuments aux Oui. morts américains, etc., où il y a des champs de coquelicots qui sont poussés, le Mm. bleuet, bah voilà, c'est le Mm. bleu français, tu vois, des choses Mm. comme ça. Mm. Et il y a aussi j'ai encore inventé, entre guillemets, une espèce de fleur, puisque, bah, il y a le surnaturel dedans Mm. surnaturel ou non, enfin, c'est du fantastique, mais Mm. il y a cet imaginaire, en fait, avec cette espèce de fleur qui pousse, en fait, dans les poumons des gens, qui les Ouais. étouffent. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup ce visuel, en fait, de Tu vois, cette c'est comme étrange maladie végétale, tu vois, ça m'a fait penser à l'écume des jours de Boris Vian. Oui, mais Ouais, il y ouais, a plein de gens qui me ouais, l'ont dit, alors tu sais quoi, je ouais, l'ai pas lu. ouais, c'est étonnant, hein. Mais du coup, j'ai trop envie de lire. Ouais. Enfin, je savais qu'il y avait je sais qu'il y a un truc de nénuphar, un truc comme ça, qui Oui, symbolise c'est un cancer, ça. c'est ça? Ouais, Ouais, c'est d'accord. ça. Mm. Donc, mais ouais, je l'ai pas encore lu, il est dans ma liste, etc. Mais, non, moi, c'était plutôt, je crois que c'est dans Miranda où il y a un poème Ah où oui. il parle ouais, je m'auto-cite, la meuf, je m'auto-inspire. Ben oui, écoute, au moins tu n'es pas prête de t'arrêter, j'ai envie de te dire. J'aimais bien, notamment, Allen écrit un poème où il parle il a un mood d'amour, tu vois, et comme s'il y a des fleurs qui lui poussent à travers, tu vois, Oui. les poumons, et je voulais reprendre Et cette puis, là, sauf que c'est pas de l'amour, là, ah ça bah, symbolise autre chose, oui, c'est une métaphore d'autre chose que je vais pas révéler, je vous laisse lire le oui. roman. Ça. Il y a les marguerites aussi, enfin, il y a Oui, ce côté-là. Mm. dans Miranda, les Ouais, marguerites, bah, il y a beaucoup de la nature aussi omniprésente, mais les marguerites, il y a vraiment on appuie dessus, elles sont d'ailleurs sur la couverture, ouais, parce que c'est des fleurs qui sont en référence au personnage de Daisy, donc oui, Daisy Marguerite en marguerite. anglais, qui est un peu comme la rivale, entre guillemets, de Miranda, enfin la rivale qu'elle s'est Mm. fait dans sa Mm. tête, hein. Oui, oui. Et du coup, elle voit ça, donc c'est quelque chose, elle voit ces fleurs qui poussent dans le jardin, ces fleurs qui Qui l'agradent l'envahissent. quand Mm. Mm. qui sont envahissantes, qui ont une odeur Mm. assez désagréable. Donc elle va avoir cette obsession pour ces fleurs qui vont pousser, elle va sentir l'odeur partout. Et plus généralement, dans Miranda, ouais, les fleurs, la nature, mais la nature, encore une fois, en décomposition. C'est même C'est plus genre ça, un ouais. truc tout beau, tout mignon, l'automne, c'est beau, c'est réconfortant. Là, c'est vraiment les trucs qui pourrit, tu vois. Ouais. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est le contraste avec Miranda qui, elle pourrit pas, enfin, elle bouge pas, c'est un fantôme. Mm. Mm. Donc elle a Oui. cette obsession qui est un peu macabre, tu vois. Mais Oui, je un voulais petit peu quand même, on peut le dire. dire d'une façon macabre, mais tu sais, un macabre que j'essaye d'un peu de magnifier, tu vois, Oui. un peu à la, je sais pas, à la Ouais. Baudelaire, un truc comme ça, tu vois, un Mm. truc, Mm. est-ce que elle s'extasie devant parce que, ouais, elle laisse les fruits pourrir, les fleurs faner, les cadavres de souris, moisis, enfin, tu vois, Mm. et se décomposer et, ouais, j'aimais bien, proposer un autre aspect, en fait, alors j'aime le mot en anglais, c'est le decay, tu vois, vraiment la Ouais. Oui. décomposition du truc qui rend le truc un peu glauque, tu vois, mais sans être non Ouais. plus Mm. dans l'horreur. Mm. C'est un entre-deux à trouver, je pense. Ouais, ouais, c'est marrant parce que du coup, j'essayais de réfléchir par rapport à mes propres romans, et je me disais dans Terre des Ombres, il y a quand même aussi beaucoup un côté minéral dans cette forêt, parce qu'il y a quand même beaucoup une histoire de roche. Euh,
bon, je peux pas trop en dévoiler non plus, hein, pour ceux qui éventuellement voudraient lire, mais il y a quand même ce rapport à la pierre qui est important. Et donc il y a quelque chose de très froid, humide et en même temps de très symbolique là aussi pour le coup. On est dans l'ordre du sacré, dans l'ordre du temple, même si c'est le temple dans la nature, quoi. Donc c'est un petit peu différent. Et dans mutation, ça va être vraiment le côté. Tu parlais des fleurs et enfin, des mutations, c'est quand même des êtres humains qui ont la faculté de se transformer complètement en animaux et ils vont se retrouver avec les sens animaux qui les accompagnent. Donc il y a tout un côté aussi autour des odeurs qui va être assez important et qui était amusant à exploiter encore davantage puisque on sait que les animaux et les êtres humains n'ont pas du tout les mêmes capacités et voilà, je me suis amusée sur l'odeur des fleurs parce que évidemment ils ont rien, c'est un monde post-apocalyptique et donc ils vont se fournir de ce que leur procure aussi le peu de nature qui reste pour élaborer des savons, des lessives, enfin des trucs, voilà. Et ça fait partie leur propre odeur à eux pour s'identifier aussi. Ouais. Ça peut être une odeur qu'ils associent à quelque chose de floral et cette espèce de classification un peu instinctive de l'animal, quoi. Et dans l'Angre Brume, pour le coup, on a vraiment toutes les facettes. On a le côté aussi, comme tu disais, là, le decay, le côté un peu suintant, moisi, ouais, vraiment le côté suintant, là, qu'on peut trouver un peu dégueu. Et en même temps, le côté foisonnant de la nature. Mais c'est un peu les deux impondérables. Enfin, je veux dire, l'un va avec l'autre et l'un va pas sans l'autre, quoi. Ce qui vit, c'est aussi parce qu'il y a autre chose qui meurt. C'est ça, c'est un moment, cycle. Quoi. Ouais. Rien que l'humus, en fait, c'est tout ce qui les feuilles, tout ça, tout ce qui tombe au sol qui se décompose, et de l'humus va naître de nos. Désolée. Enfin... J'ai une invitée surprise, c'est le chat qui débarque. Ouais, donc le côté, oui, humus, décomposition. Enfin, ça germe dans la décomposition quoi. qui était avant dans le pourri, ouais, donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Est-ce que j'avais noté d'autres symboliques, moi, de mon côté, à part mes fleurs? C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Puisque je regarde, là, genre le projet Pygmalion, là, donc c'est une Dark Academia que je suis en train d'écrire, il y en a aussi, quoi. Alors, pourtant, on n'est pas du tout ces Dark Academia, on imagine peut-être pas du tout les fleurs et tout. Et non, j'ai aussi à foutre des hortensias dedans qui ont un rôle, quoi. Du coup, ouais, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est d'aller chercher là où il n'y a pas, enfin, peut-être. C'est pareil, là, moi, je suis en train d'écrire un cyberpunk, autant te dire que la nature, faut quand même bien la chercher. Moi, j'ai quand même réussi à en mettre un peu. À travers quelque chose parfois d'assez décadent et décati, et puis parfois avec quelque chose d'assez foisonnant aussi, quoi. Parce que ça a beau être un cyberpunk, ça a beau être hyper futuriste et d'être une mégalopole, bah il y a quand même j'ai quand même cet espoir que la nature ne disparaîtrait pas jamais complètement et qu'elle utilisera les moindres poches qu'elle a pour foisonner et pour vivre et survivre. Bah, c'est le genre qui est parfait justement pour exploiter ça, enfin parfait, qui est intéressant on va dire, puisque justement tu peux être souvent dans un monde où voilà elle a presque disparu ou elle a disparu et ça peut être intéressant d'avoir un regard sur l'après en fait, sur des personnes qui l'ont pas connu. Moi je pense automatiquement à Philip K. Dick, les androïdes adaptés de moutons électriques là. Donc le roman qu'a donné Blade Runner. Voilà, et pourquoi j'ai cité le titre du roman qui est intéressant, c'est parce que le mouton électrique a toute une symbolique dans le roman, qu'il n'y a pas dans le film. C'est que Descartes, le héros, le protagoniste, il rêve en fait d'avoir un vrai mouton. Les vrais animaux ont quasiment disparu, ou alors s'il existe encore, ça coûte hyper cher, donc il a un mouton androïde. C'est hyper intéressant en fait, cette perte de la nature, quoi. Ouais. Il n'y a pas de mouton dans mon cyberpunk, mais il y a un chat quand même, parce que voilà.
J'avais Un pas encore vrai mis de ou chat dans un mes faux, romans. du coup? Un vrai. Pour le coup, ce n'est pas un chat cybernétique. Il y a d'autres personnages qui le sont, mais pas le chat. Mmh. Malheureusement, il sert pas à grand chose car il est censé manger les souris à bord du bateau, mais il ne fait pas grand chose. D'ailleurs, il s'appelle Croque en pâte, ce qui veut tout dire. C'est un personnage à part entière. C'est des Oui. sursauts de nature dans ce monde cybernétique. Voilà. Oh là là, bah, on leur demande pas grand-chose les chats, juste d'être là, ça suffit, hein. Ouais, mais normalement, à bord d'un bateau, c'est censé bouffer les rongeurs. Mais bon, Ouais. lui, croque en pâte, il sert pas à grand-chose, vraiment. Il est juste là quand, c'est quand tout le monde se met à table, parce qu'il y a plein de bonnes bouffes, et là, ça l'intéresse. Mais sinon, c'est tout. C'est les seuls moments. C'est un peu le running gag, c'est-à-dire qu'il apparaît à chaque fois qu'il se met à table. On Voilà. dirait la mienne. Mais c'est du vécu, en fait. Tu C'est vois. ça. Parce que là, pendant que je te parle, l'autre, elle est en train de boire dans tous les verres à table, tu vois. Et que je peux rien dire, parce que si je m'éloigne, j'aurais plus la connexion Bluetooth. Et là, elle trône sur la table, à côté de la carafe, en me regardant du coin de l'œil, et je sais très bien ce qu'elle va faire, et je vais arrêter de la regarder. Voilà. Ah, Donc, mais que serait une autrice sans son chat? absolument. Et voilà. Donc, il était temps d'en mettre un dans un de mes livres, quand même. Oh là là. Tout à l'heure, on parlait, bah là, puis tout de suite, on parlait des animaux. Hmm. Et moi, parce que du coup, je parle des fleurs, mais moi, dans les symboliques des animaux, il y a aussi pas mal de choses qu'on peut faire dans la symbolique. Tu parlais de loup, que Ouais. toi, que tu as utilisé, donc alors, je sais plus si dans le cas, tu m'as dit qu'il apparaissait dans un autre de tes romans, j'ai déjà oublié, Dans pardon. Mutation. Ouais, Ouais. est-ce que tu utilises, est-ce qu'il a une symbolique particulière? Est-ce que Ah ouais, tu... ouais. Alors c'est assez étonnant en fait parce que j'ai choisi mes personnages. Alors donc chaque habitant dans Mutation a un totem animal avec lequel il a quand même des affinités, mais pas forcément celles auxquelles on s'attendrait de premier abord. C'est-à-dire que c'est pas parce que un mec est balèze qu'il va avoir un totem d'ours. Tu vois, c'est un petit peu plus un peu plus chiadé que ça quand même. Il se trouve que mes 5 personnages principaux ont chacun un totem. Et en fait, quand j'ai fait des recherches, parce que j'ai des petits des interludes, on va dire, justement sur la mythologie, etc. Et il se retrouve que les 5 animaux que j'ai trouvés, dans leur mythologie, peu importe à travers le globe, correspondent au caractère et aux capacités de mes personnages. Et en fait, c'est en faisant mes recherches, après avoir décidé déjà tout ça, après avoir écrit mon premier jet, que je me suis aperçue que ça tenait la route, en gros. Et c'est assez étonnant. Et je sais pas si c'est du coup cette espèce de mythologie qui avait infusé et que du coup inconsciemment je l'avais plutôt bien trouvé, ou si c'est une coïncidence, mais c'était plutôt chouette, ouais, de se rendre compte. Voilà, le Mhm. symbolisme du loup, le côté sorcellerie, le côté tout ça qu'on connaît, mais que j'avais pas aussi spécifiquement en tête, et d'autres, parce qu'après je veux pas spoiler tous les animaux, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, au niveau des félins aussi, certains félins, au niveau des singes, enfin voilà, Mhm. Ça, oui, c'est une symbolique pour le coup très forte dans ce livre-là. Ouais. ouais, j'ai hâte de découvrir les autres animaux du coup qui sont utilisés. Voilà, bah, j'en ai cité quelques-uns. Comme ça, ça va être intéressant de voir comment tu te les appropries en fait. Ouais. Ouais. Oui, bah après, il y a leur capacité, enfin non, leur leur capacité, Les je aptitudes cherche le mot, leur attitude physique, ouais. enfin tu vois, le côté physique vraiment qu'on va retrouver dans l'animal, qui va se retrouver peut-être aussi dans la silhouette, Mm. dans l'attitude de l'être humain. Et Mm. puis il y a des choses un petit peu plus, oui, pour le coup symboliques derrière, et Mm. qui sont moins visibles, mais qui sont pour le coup au fur et à mesure des livres dévoilés, parce que c'est en 3 tomes aussi. Mm. J'aime beaucoup Voilà. utiliser la symbolique aussi dans des animaux. Moi, je me suis aperçue que je faisais beaucoup les oiseaux aussi. Enfin, Ouais. beaucoup. Enfin, genre ça. Beaucoup. Ça revient au moins 2 fois dans qui a été publié, tu vois, dans La Mm. Mélodie des Larmes, ça me semblait évident de Oui, travailler les le corbeaux, corbeau. outre le Mm. fait que ça soit de base une écriture des 7 corbeaux. Mais pourquoi aussi ça m'a permis de travailler ce conte?
et ce qui me parlait, mais aussi parce que dans la symbolique du corbeau, il y a plein de choses à dire, en fait. C'est un Oui. animal, moi, qui me fascine. Je sais C'est pas si les super auditeurs sont intelligent. au Ouais, courant, mais c'est un ouais, des oiseaux les plus intelligents. Il ouais, peut ouais. reproduire des sons, il peut reproduire un peu comme les perroquets, en fait. Et puis Il se il est capable de logique. Ouais. Ouais, il peut résoudre des problèmes, enfin comme des Oui, casse-têtes. Il y a des vidéos qui font le buzz des fois sur les réseaux sociaux. ouais. Ou alors il Ils utilisent a, des outils aussi. oui, Mm, voilà, mm. ils se souviennent des visages. Ça veut dire que si vous faites je sais pas, vous jetez un caillou à un corbeau, il se peut se souvenir de votre visage, même des années après, savoir, ah lui, il m'a fait du mal. Ou au C'est fou contraire, quand même. tu vois, j'avais lu une histoire, moi, alors, bon, c'est Internet, donc peut-être que c'était romancé, etc., mais d'une petite fille qui avait nourri un corbeau, et Mm, il est venu, pendant des années, il est venu la voir à sa fenêtre, quoi. mm. Et ils peuvent communiquer, parce que du coup, ils ont comment dire? Alors, en anglais, ils disent a murder of crow. Un groupe de corbeaux, ça se Mm, dit a murder en anglais, j'adore. mm, mm. C'est pas un conciliabule, ça doit être les chouettes, je crois. Et un ensemble de corbeaux, ils peuvent communiquer entre eux. En gros, c'est genre s'ils disent, bah tiens, celle-là, elle m'a jeté un caillou. Ouais. Ah oui, Et d'accord. à quel point, vraiment, c'est des Non. animaux très intelligents. Non, pardon, c'est le chat qui me- T'inquiète, je m'en de doutais, le retour. Non, non, c'est pas à toi que je me dis non. donc voilà, d'où Ouais. l'idée de... Parce que du coup, bon, il y a le côté, la part fantastique, merveilleux de l'histoire, parce que les corbeaux symbolisent l'âme des gens, en fait, donc automatiquement. Oui. Mais le comportement, quand même, n'est pas si éloigné non plus. On n'est pas sur Oui, oui. un chat qui parle et qui... Ouais, tu Non, vois, il y a... non. Mais on est quand même sur, voilà, les corbeaux, où d'un moment, il y a, dans la mélodie des larmes, Elisabeth a l'impression que le corbeau lui répond. Bah, ça pourrait être dans la vraie vie, un corbeau peut apprendre à répéter des mots en fait Ouais, c'est fou. et imiter d'autres oiseaux, par exemple des choses comme ça. Donc et comme il y On a un connaît pas rapport tout aussi encore. au son, à la musique, parce que le personnage Mm, d'Elisabeth est mm, musicienne, il y a ce lien qui se fait mm. automatiquement avec les corbeaux qui la suivent. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé travailler ça. Alors malheureusement nous en France là moi je vis, il y en a pas. Donc, quand j'étais petite, c'est vrai que c'était des corbeaux, en fait c'est des corneilles parce que les vrais Oui, c'est corbeaux des sont corneilles. Ouais, immenses. ouais, c'est Mais voilà, ça. c'est un animal qui a une réputation un peu, tu vois, enfin, un peu glauque, mais c'est génial, quoi. C'est... Ouais, oui, bah, complètement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, c'est probablement une future inspiration. Ah, Mais bon, dans mes 12 000 projets, oui, je comprends. voilà. Un jour, peut-être, ça verra le jour, mais je suis pas convaincue encore. Ah ouais, il y a de quoi faire, hein, au niveau animal, de toute façon. Ouais. Mm. Ouais, j'ai mon corbeau. Dans le reflet brisé, il y a des petites références au coucou aussi que j'ai beaucoup aimé glisser parce que c'est une symbolique qu'on comprend dans une certaine mesure et en fait qu'on peut comprendre si on connaît la particularité du coucou. Et Mm. moi, j'ai adoré quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais c'est quoi cet oiseau et puis voilà, donc j'avais beaucoup aimé avoir des petits clins d'œil ou d'un moment où on passe à côté, on entend un coucou, les yeux de Mm, coucou, mm, tout ça, et mm, ça prend sens en fait au bout d'un moment. Et mm, si tu comprends pas l'allusion, tu loupes rien, tu vois. C'est le genre mm. de clin d'œil en fait, d'easter egg que moi j'aime bien, que je m'éclate à Oui, mettre. tout à Que des fait. fois, il y a que moi qui les mets, mais qui les vois, je Oui, mais dis. c'est le plaisir d'écrire aussi, hein. Donc, C'est ça, hein. On peut passer à la dernière partie que ouais. j'avais souligné. Un point qu'on a en commun, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai relevé dans l'Angle Mm, Brume, la nature, elle prend une place vraiment importante dans nos romans. On peut même la considérer comme un personnage à part entière. ouais. Je trouvais ça intéressant peut-être de dire que expliquer par quel procédé narratif on l'a utilisé vraiment pour l'incarner et sans trop dévoiler bien sûr, mais quel est son rôle dans le récit en fait. Ben, tu vois, dans La Bête du Bois perdu, c'est un personnage, c'est carrément une antagoniste au même titre que la bête, d'où la Oui. juste position dans le titre, tu vois. Donc, toi, dans Mm. l'Andigo Brume, tu lui donnes quelle posture Bah, un peu des deux. une posture plurielle Oui, mais c'est une à la antagoniste. fois une alliée et à la fois une ennemie. C'est Mm. toujours la même chose en fait. On va retrouver cette espèce de, bah pour le coup, c'est pas une dichotomie. Je trouve que c'est plutôt une ambivalence.
Mais c'est aussi l'adaptation de la nature en fonction de l'être humain et de comment agit l'humain avec. Et puis oui, il y a le côté nourricier qui est hyper important. Il y a le côté voilà le symbole du renouveau, de la nature. Voilà. Et puis il y a le côté pourrissant dont on a parlé tout à l'heure, le côté de la mort et du danger qu'elle représente. Et ce qui était intéressant, enfin, plus sur le côté personnifié, c'était de lui donner une voix et qu'elle puisse faire des choix, qu'elle puisse agir en tant qu'entité, comme un autre personnage, quoi. Donc qu'elle soit ni bonne ni mauvaise, mais qu'en fonction des événements autour d'elle, elle agisse ou qu'elle réagisse en fonction de ce qui lui arrive, quoi. Et pareil avec le côté sensoriel, quoi. La forêt, elle respire, elle vit, au même titre qu'un autre personnage du livre. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le titre de ton roman, qui prend aussi tout son sens au fur et à mesure que tu lis, mais le serment de Langue Brume, voilà, ce côté de serment, de promesse, voilà, de lien d'engagement. D'engagement, en fait, que tu fais à la forêt, à la nature. Oui, c'est ça. Ouais, la nature t'offre quelque chose, mais toi, en retour, tu lui offres autre chose, quoi. Ça peut pas être gratuit. C'est ça va dans le sens. Ce qui en fait, comme à partir du moment où il y a un échange, du coup, l'autre est un personnage, quoi. Oui, c'est pour ça. Comme chaque personnage, en fait. c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus qu'un décor. Moi, je sais que c'est exactement ce que j'ai fait dans La Bête du Bois perdu. Comme je disais, elle a autant d'importance que la bête. C'est vraiment pour moi quelque chose qui vit, quelque chose qui se déplace même, parce que la forêt, je l'ai écrit pour qu'elle soit vivante. C'est d'ailleurs ce qui la rend si terrible en fait dans le roman. Au bout d'un moment, j'avais relevé une citation que j'avais écrite, c'était au bout d'un moment, je mets autour d'elle, la forêt semblait comploter à voix basse, tu vois, il y a vraiment ce côté-là un peu, mais autour d'elle, elle semble à voix basse. Donc c'est un peu dans le dos, c'est les murmures qu'elle entend, donc est-ce que, tu vois, elle bouge pas du jour, c'est plus derrière dans le dos du personnage, donc est-ce que c'est le personnage qui devient parano, fou, etc., ou est-ce qu'il y a vraiment un truc côté, c'est le machin, la nature, qui observe, qui écoute, qu'elle peut tout voir et tout ça, et toi, enfin, toi en tant que personnage, personne qui est dans la forêt, t'auras jamais accès à tout, tu vois. Donc il y a ce côté vraiment qui est inquiétant que je voulais travailler, quoi. Et voilà, et c'est grâce à ça qu'est l'antagoniste autant que la bête. D'ailleurs, elle est liée à la bête, en fait. L'une et l'autre vont ensemble, quoi. Ouais, c'est un peu ce qui me faisait douter sur la classification de Langres-Brume, c'est que finalement c'est un médiéval plutôt fantasy, et au final il y avait ce côté, comme tu disais, est-ce que c'est le personnage qui devient fou, est-ce que c'est la réalité, est-ce que ça ne l'est pas, et ça, j'aimais ce côté fantastique finalement dedans. Donc il y a eu un moment, je ne savais plus comment qualifier ce bouquin. En fait, ça jouait un peu avec les codes de plusieurs genres, quoi. Et ça, c'est intéressant dans un livre, je trouve, c'est de pas savoir d'être perdu comme le personnage, quoi. Finalement. Bah, au début de ton roman, Alix, elle m'a fait penser à Sibylle aussi. Bon, elle a une cape rouge, la mienne, elle a une cape noire, mais voilà, elles sont dans cette forêt, elles se font attaquer par une bête qui elles voient des proches se faire décimer devant elles sans qu'elles puissent rien faire. Et à côté, qui poursuit l'autre, véritablement, est-ce que c'est vraiment les branches qui la frappent, ou est-ce que c'est elle, son imagination qui s'imagine que les branches cherchent à l'attraper? Enfin, il y a un côté très Blanche-Neige pour le coup là-dedans. C'est ça, moi j'ai toujours le dessin animé qui est terrifiant quand tu découvres. Oui, exactement. Et moi j'ai beaucoup aimé incarner ça à travers les sens, ce qu'on disait tout au début de l'épisode, dans les descriptions, on joue sur les 5 sens. Mais voilà, jouer en fait la confusion entre ce que le personnage croit entendre, ce que lui apporte le vent, ou des fois l'impression d'entendre le rire moqueur d'une fée au loin, enfin d'une fée ou d'une entité, quelque chose, tu vois. Ou alors est-ce que c'est des pleurs des enfants perdus, ou est-ce que c'est la voix de la bête qu'elle entend, tu vois. Sa vue la trompe, même son sens d'orientation, parce qu'on a des chemins qui changent de direction, ou alors même qui semblent disparaître. Donc, et en fait,
j'ai juste puisé dans un imaginaire un peu commun, en fait, c'est la forêt des contes, où il y a les ténèbres qui le peuplent. Encore une fois, tu vois, les Blanche-Neige, il y a ça, donc c'est un imaginaire qu'on a aussi, je pense, depuis l'enfance. Oui, ouais. Mais j'ai des scènes aussi que j'aimais bien faire où la menace, elle est en plein soleil, entre guillemets, genre, tu vois, où c'est un endroit paisible au bord d'une mare, et tout d'un coup, Sibyl va se faire comme attaquer par une force, en fait, alors que normalement, dans les codes, c'est pas dans une petite clairière avec les fleurs, etc. Tu vois, c'est la clairière de Blanche-Neige avec son éléphant, là. C'est pas là que t'es attaqué. C'est dans la mine. Et dans l'Andrew t'as aussi des parties de la forêt où tu sais jamais quand... Ouais, les passages avec, je pense notamment Alix et Louve. Oui. Et des fois, le personnage antagoniste va apparaître, pas forcément là tu t'y attends, et ça peut les prendre à revers, etc. Et puis il y a une zone où elles sont protégées, en fait, elles sont comme protégées, le personnage peut pas les atteindre. Oui. Après, mais il y avait quand même cet îlot, un peu de protection qui était un peu nécessaire, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué à écrire. Ouais. Mais oui, parfois il y a des zones lumineuses, comme tu dis, qui sont dangereuses finalement. Il y a des zones qui les attirent et qui sont dangereuses. Il y a des zones qui sont repoussantes et qui ne le sont pas. Et puis il y a tout ce que notamment Alix croit entendre, croit vivre et vit aussi parfois. Et donc il y a un peu la frontière entre les deux. Mais c'est un peu la même chose pour Célène, mais pas forcément dans la forêt, mais quand même dans la nature. Dans la nature, quand elle part du château pour aller peindre, parce qu'on sent qu'elle est pas à l'aise dans cette société, à cette cour où elle est en dame de compagnie. Et elle, c'est plutôt au bord de la rivière et avec les arbres en fond, il y a tout un imaginaire qui se crée là dans les congères un peu. Ouais. Tu visualises très bien la forêt enneigée et tout ça. Oui. Ouais. Et voilà, ça apportait aussi autre chose. Et en même temps, pareil avec Samson, mais avec une vision un peu différente, puisque lui, c'est plutôt le côté lumineux de la forêt qu'on va voir avec lui. Et en même temps, voilà, il y a la forêt de nuit, il y a la forêt de jour, il y a les rituels qui sont ceux du printemps, donc qui sont extrêmement porteurs de vie, et qui donnent peut-être aussi cette autre dimension à l'Angrebrume qu'on perçoit pas moins du côté chez Alix et Célène, je pense. Et pour rester dans le rôle qu'a la forêt dans l'Angrebrume, pour les deux personnages féminins, ça devient en fait un moyen d'échapper à quelque chose aussi. Célène, comme on disait, c'est un refuge. Alix, c'était pas son but d'aller se réfugier à l'Angrebrume parce qu'au départ, elle se fait attaquer, etc. Mais finalement, ça lui permet d'échapper à ce mariage arrangé qu'elle voulait pas du tout, quoi. Même si à son frère à qui elle est proche, elle voit quand même que les parents, c'est pas être très aimants, qui ont l'air de la comprendre. Donc elle perd quelque chose, mais elle trouve une autre place aussi. Elle se redécouvre en tant que femme. C'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le côté un peu initiatique qu'on va retrouver avec la forêt. Le petit chaperon rouge, c'est ça. Oui, voilà. Ce que je voulais faire aussi dans La Bête du Bois perdu, mais c'est plus un parcours d'accepter accepter la mort d'un proche et le deuil. Mais dans tous les cas, le personnage quand il sort de la forêt, s'il en sort, il en ressort grandi. Voilà. Ouais, et puis finalement, cette forêt qui paraît dangereuse, est-ce qu'elle l'est pas? Est-ce qu'elle est plutôt bienveillante, alors que du côté de Samson, elle est très bienveillante, mais est-ce qu'elle est pas finalement dangereuse? Enfin voilà, il y a cette ambiguïté aussi, cette ambivalence dans les trois points de vue finalement. Ça dépend ce qu'on en fait aussi là aussi, c'est là qu'on retrouve la personnification en fait. Moi, j'ai un peu tout dit ce que j'avais sur cette partie-là. Donc, chouette. Si tu veux, on peut passer maintenant, après la partie écriture, on peut passer à la partie lecture. Tu es une grande lectrice comme moi. Toi aussi, tu partages tes lectures sur Instagram. Et donc, je suis sûre que tu as plein de romans à nous faire découvrir en lien avec la nature. Alors, le premier que j'ai lu qui m'a marqué, c'est Déraciné, mais ça, tu l'as lu aussi, je crois. On peut en parler ensemble si tu veux. Ou alors, on peut en parler plus tard, parce que je l'ai sélectionné. Ouais, je vais te laisser en parler alors. Et il y a un autre roman qui va parler de la nature, mais
sur le côté tradition, c'est la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Oui. Ardenne, Mm. qui est vraiment sur le côté hivernal de la nature, donc Mm. et en même temps cette perte du rapport à la nature plus Oui. généralement, et qui moi m'a beaucoup marqué. Euh, Parce que J'a- pour moi, ça raconte la même chose, en fait. Ça raconte ce lien de l'homme à la nature qui se brise et qui s'éloigne. Oui. Alors, métaphoriquement, mais aussi physiquement. Et ça, ouais, ça m'a bien marqué. Et alors, c'est sous couvert des contes euh, russes, mais Oui, c'est ça. Ouais, c'est la Russie, l'Ukraine, en fait. Ça. oui, c'est ça. Et c'est Et tous les c'est très petits très peuples, beau. en fait, tous les petits Oui, esprits des foyers, voilà. etc., L'esprit de la qui rivière, l'esprit ouais, des arbres, voilà, il y a vraiment tous les esprits de la nature et aussi le grand esprit de la forêt. Voilà, oui. ouais, le grand esprit de l'hiver plutôt, mais On a qui deux vit dans la entités. forêt. Voilà. On a l'entité de l'ours qui est Oui, terrifiante et on a ouais, l'entité du dieu de l'hiver qui est aussi voilà. associé au dieu de la mort. Qui a Qui, pareil une certaine ambiguïté. qui- Voilà, il y a pas de bon et de méchant quelque part. En tout cas, dans cette nature, il y a juste la nature qui vit avec toute sa complexité, quoi. Et c'est assez intéressant, moi, je trouve. Et c'est vrai Voilà. qu'on est, alors on n'est pas la technologie et l'urbanisation, l'industrie contre la Mm, nature, mais on est sur mm. une autre position entre quelque chose de plus modernité Oui, qui prend le pas, c'est les anciennes croyances, le c'est folklore ça. contre la religion Contre la religion chrétienne. chrétienne du Dieu unique, Oui, oui, et cette espèce d'obscurantisme avec cette voilà. le père Constantin, je crois que c'est comme Oui, ça qu'il s'appelle ouais, Constantin, qui ouais. espèce de frollo blond là, Oui, qui méprise Vassia pour ce qu'elle représente, pour sa oui, liberté et pour ouais. son lien avec la nature, mais dans le même temps la désire, etc. Et bah, c'est le côté tout, si je Oui, peux parce pas que l'avoir, c'est, personne l'aura, je voilà. chasse ça. Et Quoi. puis le côté de la liberté qu'elle représente face Ouais. au cadre extrêmement rigide aussi de la religion, etc. Il y a d'autres thèmes que la nature qui sont abordés dans cette trilogie, ce qui la rend super riche, moi je trouve. Mais voilà, je sais que c'est un côté que j'ai pas vu souvent abordé, ce côté un peu esprit de la nature, quoi. Et surtout à travers ces contes qu'on connaît pas très bien, ce folklore qu'on connaît pas très très bien. Enfin, en tout cas, moi je connais pas super bien. Ça, une chouette trilogie. Si vous l'avez pas lu, je vous encourage vivement à la lire. Si jamais le tome 1 vous semble un peu long, entre guillemets, le tome 2 a beaucoup plus d'action, Oui, mais le tome 1, il prend le temps d'installer une ambiance, les personnages et les relations, et moi j'ai beaucoup aimé en c'est tout cas. pas un livre épique. Voilà, ça peut C'est, désarçonner, ouais, il y a plus d'action dans les suites, mais oui, franchement, c'est un petit bijou, cette trilogie. J'en ai déjà ouais, parlé, je complètement. crois, pour le podcast, Mm. pour le côté historique, parce que du coup, c'est quand même entré dans Oui, certaines histoires de la Russie. Donc, oui, elle mêle habilement les deux, en fait. Le oui. folklore, l'histoire, le destin d'une femme. Oui, puis c'est très, voilà, il y a le côté aussi sororal qui moi me parle beaucoup. Enfin Oui. voilà, le côté féminisme. Je sais pas si on peut appeler ça féminisme, en tout cas le rôle de la femme et la liberté de la femme. Mm. Qui me parle beaucoup et qui aurait pu être un autre thème de notre podcast. C'est ça. Voilà. On voit Enfin qu'on bon. a ça en commun dans nos romans. Ouais, ouais aussi. Voilà. Et ouais, c'est une très très chouette trilogie. Mm. Après, au niveau nature, mais alors complètement différente, il y a tout ce qui est les contes du moine et du robot, c'est Becky Chambers et Mm. c'est une prière pour les cimes timides et un psaume pour les recyclés sauvages. Et là, on se retrouve en post-apocalyptique, mais avec la nature qui a repris ses droits et une espèce d'utopie où les êtres humains vivent en harmonie avec la nature et avec un parfait respect de cette nature, notamment avec des zones qui sont complètement interdites et protégées des êtres humains, et où la nature a vraiment repris ses droits. Et ça, j'ai trouvé ça chouette aussi, parce que c'est assez rare c'est assez rare qu'on voit la nature déjà aussi respectée dans un livre, et le côté utopie aussi est bienveillant et relativement rare. On voit toujours du drama partout. C'est cool parce que ça donne du suspense, mais c'est bien aussi d'avoir un côté un peu rassurant et bienveillant. Et c'est une chouette duologie, Mm. un peu atypique. Ce sont deux novellas en plus, ça se fait très très vite. Ça c'est très très chouette.
Je lis très peu de science-fiction, mais je pense que ces deux-là, de Becky Chamber, je pense que ça Oui. pourrait me plaire. Le côté Oh, un oui, peu. parce qu'en plus, niveau science-fiction, après, il est intéressant aussi parce qu'il amène la question de l'humanisme derrière, puisque Mm, c'est un moine qui discute avec un robot. Donc, voilà, on se doute bien que ça va pas être que des considérations banales sur la nature, mais c'est intéressant, ouais, ça le mérite de poser des questions et de nous faire réfléchir un petit peu, mais tranquillement, quoi. C'est pas la J'ai l'im- science-fiction avec les innovations technologiques et scientifiques qu'on ne connaît pas, quoi. j'ai vu des gens parler de ça de Cozy SF. Je crois que c'est un peu elle Ouais, qui a complètement. inventé le Ouais, genre, entre guillemets. Donc, ouais, c'est moi, ça. l'ambiance, elle me fait penser. Alors, de l'ambiance de ce que me renvoient les avis des gens, parce que je l'ai pas encore lu, ça fait penser à un jeu vidéo que je sais pas si tu connais, ça s'appelle Stray. C'est avec un petit Non, chat. Du coup, en fait, t'incarnes un chat. d'accord. C'est dans un monde un peu, voilà, où alors on est dans les vestiges de notre humanité. Alors les Hmm. humains, on sait pas où ils sont, ils ont disparu, on sait pas où ils sont. Et du coup, on a un petit chat en fait qui est séparé de sa famille et qui du coup pendant tout le va parcourir en fait ces anciens lieux urbains qui sont repeuplés par la nature et qui va croiser D'accord. des robots hyper bienveillants, etc., qui eux continuent à vivre leur vie, qui ont formé une communauté, etc. Et Hmm. ils ont des écrans avec ou en fait avec des LED qui font leur émotion en fait. Du coup, Hmm. quand il est joyeux, tu vois, il sourit, des trucs comme ça. Ah oui, J'aime beaucoup d'accord, les d'accord. vidéos et c'est Ouais. hyper bienveillant parce qu'ils sont tous en train tu sais, ils se comportent presque comme des humains avec le petit chat, tu Hmm. vois, Hmm. et puis du coup, enfin, il était accompagné par un petit robot, une espèce de, voilà, un petit robot volant qui a été fabriqué par son maître, qui veut retrouver son maître, je pense, comme ça. Et voilà, t'explores le monde d'une autre façon. Et C'est ouais, c'est un original. de bienveillance et tout. Puis t'incarnes un chat, alors c'est génial que tu Oui. peux te On aime frotter, les chats, on a dit. tu peux faire tomber les objets, c'est génial. Alors je pense pas que le message soit aussi philosophique tu vois, mais moi ça me fait penser à ce genre d'ambiance-là un peu. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a un côté, oui, c'est assez ça, ouais. Ouais. Mais ça, Mm. voilà, c'est une biologie très, très sympa sur la nature, mais vraiment le côté, pour le coup, vraiment bienveillant. Alors avec aussi le danger que ça peut comporter, hein, la nature. Hein, ils sont pas non plus Yopia, c'est le monde des bisounours, hein, mais ah ouais, c'est pas mal. Deux petites recos encore? J'ai le Ouais, temps? vas-y. Après je Alors, te donnerai juste les les, miennes. les sœurs Holo, qui va explorer plutôt le côté glauque et décati de la nature, et avec ouais, des fleurs pourrissantes, Oh, génial. des ouais, il y a du body horror un peu aussi dessus, donc on va retrouver un peu ce côté-là, une bizarrerie, une étrangeté, l'étrangeté de la forêt un peu qui se Ça, rapproche du conte, mais ça parle de voilà. quoi? C'est quoi Alors là, c'est trois sœurs qui un jour disparaissent de leur maison et qui un jour réapparaissent, mais elles ont toutes changé. Ça c'est le pitch de départ. Mais après, c'est pas ça un truc quoi. On comprend que voilà, c'est pareil, on ouais. comprend qu'elles sont plus pareilles, mais on en apprend tous les jours. Elles ont récupéré, on sait pas trop si c'est des pouvoirs ou des choses, si c'est réel ou pas. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles réussissent très très bien. On dirait un peu des sorcières, quoi, Mhm. mais d'un coup, du jour au lendemain, et alors en réapparaissant, elles ont toutes les cheveux gris, et alors qu'elles avaient, donc il s'est passé des choses étranges et on comprend pas pourquoi. Donc on est face à cette étrangeté, et en fait, on sait qu'elles sont parties dans une forêt, et il y a ce côté floral très très présent, mais on ne sait pas ce qui s'y est réellement passé. Voilà. Donc c'est un côté très fantastique pour le coup, mais Mhm. c'est du young adulte, mais que je trouvais très très bien mené. Que je vous conseille, c'est un one shot en plus, donc ça c'est sympa. Et il y a le dernier que j'ai lu très récemment, que j'ai beaucoup aimé, qui est une biologie, et d'ailleurs le tome 2 sort le jour de notre enregistrement. Ouais, il sort long. C'est Emblème de Ignaciel. Euh, Mhm. et voilà. Là, la nature, c'est pareil. Il y a une espèce d'opposition dans la nature, puisque il y a plusieurs continents dans son univers, et il y a le continent où vit Ereb, qui est un continent plutôt, on va dire victorien dans son évolution, avec un rapport au cabinet de curiosité, à la momification, le fait de faire travailler des araignées pour en tirer des vêtements.
Voilà, il y a tout un rapport à la nature un peu particulier, en même temps à la fois industrialisé et pas tant que ça, et le rapport à la mort surtout quand même. Et il y a ce fameux continent qu'on va explorer, qui est un continent sauvage, où là la nature est extrêmement dangereuse puisque chaque expédition ne revient pas, en gros. Et, donc c'est ce continent qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et là, c'est l'opposition, c'est la nature foisonnante, tropicale, dangereuse, sauvage, qu'on peut retrouver. Enfin voilà, comme à l'autre bout du monde, quoi. Enfin, à la fois, c'est très réaliste et en même temps, enfin, ça se fonde sur des éléments très très réalistes et en même temps, bah, il y a tout ce côté imaginaire. Et là, on est vraiment à cheval entre la fantasy et la science-fiction. Je trouve qu'il y a des inventions technologiques qui n'existent pas dans notre univers et qui n'existent pas en fantasy, hein, par définition. Et en même temps, il y a ce côté fantasy avec la magie, avec voilà, cette ambiance un peu entre les deux. Que moi je qualifierais de science fantasy, mais après peut-être que Naos et Inaciel me corrigeraient, mais voilà, qui moi m'a bien plu aussi. On l'a déjà recommandé dans le podcast précédent, c'est drôle. Ben voilà. C'est on l'a vendu comme de la Green Academia, donc oui, tout à fait. Pareil, c'était un terme que je connaissais pas. Elle m'a dit qu'elle l'avait un peu inventé, donc j'aime beaucoup, donc. Parce que du coup, ouais, j'ai le tome 1 que je vais lire bientôt, mais je l'ai vu le week-end dernier à Étrangeante. Oui, elle était, oui. Le stand à côté du chat noir, donc automatiquement j'étais tentée. Bah oui. Et comme j'ai une confiance aveugle en de mes invités, j'ai pris le tome 2 déjà. Je sais que je vais, enfin, je suis 99% certaine que je vais adorer tout ce que elle en parle, tout ce que on parle, ce qui se dégage. Et puis, au-delà de cet aspect de la nature, il y a une grande qualité dans la profondeur des personnages. En plus, voilà. Et notamment dans le duo principal et surtout le protagoniste masculin qui est d'une très grande sensibilité et qui souffre de crises d'angoisse très très importantes. Et je trouve que cette représentation n'est pas si fréquente et pas souvent juste en plus. Et là, c'est très très bien vu, très bien retranscrit. Et voilà. Donc ça fait plaisir aussi de voir des personnages un peu différents. Voilà. Et ben moi, en parlant de personnages différents, c'est bien, ça fait lien avec Emblème parce qu'on est aussi sur un peu une jungle. Il y a un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est Trois cercles de fer de Magali Lefebvre, que vous connaissez sur le podcast. Qui est une écriture du prince Grenouille, et donc pour le coup Henri Le Ferret, donc, qui est le personnage principal, c'est un personnage qui a une certaine sensibilité, un personnage masculin qui et qui est aussi handicapé, donc j'ai beaucoup aimé avoir cette représentation là. Et pour le côté à la nature, moi j'ai beaucoup aimé l'originalité du décor. On est sur un univers qui est dans l'ensemble très humide, aquatique, parce que d'un côté t'as le royaume de Morène d'où vient Henri, et Colin, le prince Colin qui va être transformé en grenouille, qui est au bord de la mer, donc vraiment l'ambiance, les bateaux, les embruns, ce genre d'ambiance. Et de l'autre côté, on a aussi surtout l'humidité, c'est vraiment poisseuse des jungles de jade dans lesquelles vont s'aventurer les tropicales. Moi, je trouvais ça. C'était la première fois quand j'ai lu le roman, c'est la première fois que je lisais une fantaisie dans la jungle. Oui. Alors moi, j'ai lu aussi. Ah mince, je vais pas retrouver les cendres du serpent. Voilà, je vais pas retrouver. C'était chez Scrinéo. Bon, je retrouverai, mais c'est pareil, ça se passe dans la jungle et j'avais trouvé ça assez chouette aussi, ce côté qu'on ne voit pas souvent en fantasy, effectivement. Mais oui, je plus sois les Trois cercles de fer. Et il y a tout le peuple des implantes qui me font penser aux peuplades d'Amazonie. Donc, et puis il y a aussi ces plantes carnivores géantes qui au bout d'un moment, il y a des personnages qui manquent de se faire bouffer, quoi. Tu vois. Donc vraiment aussi la nature dangereuse, encore une fois, revient. Donc j'ai beaucoup aimé Trois cercles de fer. Voilà. Puis c'est une écriture de conte assez originale, donc voilà, une coche en plus, à cocher pour mon bingo de coup de cœur. Donc il faisait partie de mes recos. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur mes recos lecture nature et il faisait partie aussi de mes recommandations, pardon.
Et en parlant de nature dangereuse, du coup, c'est l'occasion donc de parler de Déraciné que tu as déjà un peu cité, de Naomi Novik. Alors, c'est pas un roman parfait à mes yeux. Je lui trouve que j'ai quelques petits reproches à lui faire. Pour le coup, j'ai préféré la Fileuse d'argent de cette autrice. Mais d'un point de vue de la nature, traitement de la forêt, là, c'est le roman, quoi. Parce que si vous avez lu La Bête du Bois perdu, par exemple, vous savez que j'aime les forêts maléfiques. Et ben là, on est servi, quoi. Oui, ah oui. Et puis là, elle est vraiment personnifiée, la forêt. Elle est terrifiante. Elle est terrifiante et en même temps, elle est humaine aussi quelque part. Enfin, elle a quelque chose de très, c'est ça, oui, très crédible, quoi. Parce que pour résumer un peu pour ceux qui connaîtraient pas, on est sur, c'est pas une écriture de conte, mais il y a un peu une ambiance quand même, un peu conte ancien, etc. Puisqu'on est dans c'est une partie de réécriture Belle et la Bête quand même. Ouais, tu trouves? Oui, ouais. Ah oui, si, au début, la jeune fille qui va vivre chez le gars, quoi. Ouais. Oui. Si, c'est parce que lui, il est pas maudit, c'est pas un monstre, etc. Mais il y a le côté, Voilà. Mais avec la nature en plus, quand même. C'est un village qui a l'orée du bois, donc une forêt magnifique qui gagne du terrain chaque jour, en fait. Et du coup, t'as le dragon qui vit dans sa tour. Le dragon, c'est un magicien. Alors moi, qu'au début, je croyais que c'était un vrai dragon. Du coup, non, en fait, c'est son surnom, le dragon. Chaque magicien est surnommé par rapport à un être, je crois, tu vois. Et lui, donc, c'est le dragon. Et tous les 10 ans, en fait, il choisit une jeune fille du village pour qu'elle monte avec lui dans sa tour, et 10 ans après, elle repart, elle fait sa vie dans la ville, etc. Il en prend une autre. Et donc, il y a tout un imaginaire, mais qu'est-ce qu'il lui fait à ces filles, hein, voilà. Et tout le monde pense que ça va être, je sais plus comment elle s'appelle, la meilleure amie de l'héroïne. Donc, l'héroïne Agnieszka, qui est, elle, pas très douée, maladroite, un peu, tu vois, tête en l'air, etc. Tout le monde va croire que c'est sa meilleure amie qui est parfaite, etc. Et non, le dragon va choisir Agnieszka. Sinon, il n'y aura pas d'histoire, bien sûr. Oui. Et bien sûr, on comprend il n'a pas choisi pour rien, et elle a une certaine sensibilité. Ouais. Et il y a un lien particulier avec la nature, parce que lui, il lutte, en fait, c'est pas que lui, c'est une affaire d'État, parce qu'il y a toute une histoire avec la royauté, puisque la reine, l'ancienne reine, en fait, la mère du prince actuel, elle a disparu dans la forêt, en fait, cette forêt maléfique. Et quand je vous dis que c'est une forêt maléfique, c'est vraiment... en fait, la forêt s'étend au fur et à mesure et du coup gagne sur les hommes et gagne sur leurs bêtes et elle les mange, quoi. Enfin, c'est la forêt qui engloutit, quoi. Ouais. C'est la possession. Moi, mon chien, il y a des visuels très forts. Il y a des troupeaux d'animaux qui sont comme possédés, qui deviennent fous. T'as des personnages humains qui deviennent fous. Quid des personnages qui reviennent de la forêt, parce que t'as toujours la mode, mais tu vois, mode tel personnage, mais il a l'air bien, il a rien eu. Ah, mais tu comprends. Et en fait, il est infecté. Il y a un truc dedans qui est en train de germer à l'intérieur de lui, et il y a des scènes, moi, qui m'ont glacé le sang. Moi, il y a une scène où il y a un convoi de soldats, de chevaliers dans la forêt. Et tout d'un coup, il y en a un comme ça, qui pète un câble et qui commence à buter tout le monde, parce que d'un coup, tout le monde. Et la scène, elle est glaciale dans la façon où c'est écrit. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est horrible, quoi, de perdre d'humanité comme ça. T'as aussi des espèces de... Il y a des créatures qui peuvent la fois, une espèce de trucs de branchage. Il y a des espèces de monstres qui ressemblent un peu comme des montres religieuses dégueu, là. Ouais, des espèces de chimères bizarres. Ah oui, pour moi, il y a des passages horrifiques, hein, clairement, et j'ai adoré. Oui, j'avoue. C'est vraiment, la forêt est vraiment personnifiée. Moi, c'est vraiment ce qui je crois que c'est le livre qui m'a fait comprendre qu'on pouvait personnifier ce qu'on voulait, en fait. Que ce soit une maison, la maison personnifiée, on l'a vu beaucoup dans l'horreur, mais la forêt, mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Ça m'a bluffé, cette façon de faire. Et très, très, là aussi, très sensoriel, presque sensuel à certains moments. Dans les descriptions de la forêt, dans la magie aussi. Il y a un côté extrêmement, extrêmement sensuel dans cette magie. À travers le personnage d'Agnieszka qui, elle, a une magie très brute. En fait, le dragon, lui, il est en mode, c'est les règles, c'est comme ça, comme ça. Alors qu'elle, elle va déverser, elle y va sans réfléchir, à l'instinct. Et c'est intéressant de comparer comment les deux conceptions de la magie des deux personnages,
Donc elle, ouais, du coup, elle réfléchit pas, etc. Et elle fait en fait, ça lui vient presque naturellement. C'est pas un truc qu'elle étudie tout ça. Et du coup, comme elle est très un peu spontanée, un peu bordélique, ça fait des trucs hyper intéressants. Dans le même genre un peu d'horreur végétale, on peut dire. Moi, j'ai une lecture à conseiller, mais qui est pas encore traduite en français. Elle est trouvable qu'en VO, c'est Silver in the Wood d'Emily Tesh, qui est une novella en fait. J'espère qu'il va être traduit parce qu'en fait, là, bon, elle a eu un prix, je sais pas, le prix Hugo, je crois, pour son dernier roman. D'accord. Je me dis peut-être quand ça va arriver en France. Et vu qu'elle a fait 2 novellas dans le même univers, et la première, c'est Silver in the Wood. Tiens, je te montre à la caméra. Ah oui. Et c'est bien pour les auditeurs. Ouais, la frustration. Vous irez voir sur Google Images. Et on est vraiment pareil, encore une fois, on a cette forêt un peu comme dans Déraciné, une forêt vraiment incarnée, je te dis une sorte d'horreur végétale. Encore une fois, il y a une sorte de possession par le végétal. Il y a un personnage qui va se faire, qui est en lien à la forêt, on comprend qu'il commence à changer, qu'il est lui-même, tu vois. Il y a l'idée de ces êtres anciens qui vivent dans les arbres, dans les plantes, les côtés des racines noueuses, tu vois, qui l'écorchent, la racine et la chair, le sang qui devient sève, ce genre d'imaginaire que j'aime beaucoup. Ça me fait penser du coup à For the Wolf de Anna Witten, qui n'a pas été traduit pour le coup, mais on a traduit dernièrement Foxglove King de la même autrice. Mais For the Wolf, c'est vraiment ça, c'est un retelling du Petit Chaperon Rouge. Et on retrouve ce côté-là, sève, sang, racines, bois, humus, terre. Voilà. On va retrouver ça aussi beaucoup. Ça, c'est chouette. Donc là, c'est une lecture que je vous conseille. Il est pas cher du coup, c'est une novella, c'est très rapide à lire et franchement, niveau anglais, c'est accessible, je trouve. C'est sympa comme univers. Si vous connaissez le film The Green Knight, c'est un peu ce genre d'ambiance-là aussi. Une fantaisie un peu étrange, ancienne, voilà, un peu. Il y a des scènes entre rêve et réalité, tout ça. Ça revisite un peu le mythe des failles, mais vraiment les vraies failles insaisissables et flippantes là. Donc ça flirte avec l'horreur, c'est pas les failles sexy là. Ce que nous n'aimons pas beaucoup, toi et moi, tu veux dire. Voilà, c'est pas les failles Sarah J. Maas, voilà, c'est dit. Mais ouais, je les ai mis ensemble parce que c'est le même genre de forêt, quoi. Et j'ai une dernière recommandation, mais ça va peut-être étonner, mais c'est Bambi. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois de Félix Salten. C'est le roman qui a été adapté par Disney, en fait. Je savais pas que c'était un roman de base. C'est un roman qui date de 1923, qui date, tu vois, qui a 100 ans. Ouais. Et en fait, je l'ai redécouvert parce que il a été illustré par Benjamin Lacombe. D'accord. Donc c'est comme ça, il est magnifique l'album. Attends, encore une fois, vous ne verrez pas, mais oui, je vois. Ouais. Vous avez dû le voir passer en librairie, il a un joli succès. Ouais. Et pareil, représentation de la nature, c'est magnifique ce qu'il fait Benjamin Lacombe. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il est c'est le genre de roman qui est très différent de ce qu'ils en ont fait, tu vois. Ouais, mais c'est un peu le cas dans les Disney aussi, parce qu'entre alors, il y a tellement de versions des contes, comme ils sont quand même beaucoup fondés sur les contes, et il y a tellement de versions des contes qui existent que après, bon, c'est pas non plus un truc horrifique, mais il y a une certaine cruauté que tu vois, c'est qui a déjà aussi dans le dessin animé, tu vois, la scène de la mer avec le chasseur, mais c'est un peu plus ça en fait, tu vois, ce genre de choses. Par exemple, tu vois, Pampan, il n'existe pas, il n'y a pas de jolie il n'y a pas Pampan, il n'y a pas Pampan, il n'y a pas Fleur la Moufette, le putois dans les fleurs. C'est ça, Fleur la Moufette. Donc ensuite, voilà, Bambi de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, comme le nom l'indique, hein, et d'ailleurs c'est pas un petit, enfin c'est pas un enfant, c'est pas le bébé du cerf, c'est un chevrillard là, c'est un chevreuil en fait, Bambi dans le roman de base. Et voilà. Là tu fais tomber le mythe là. Ouais, donc je sais pas, c'est moins prestigieux peut-être. Je pense. Mais c'est tout aussi mignon un bébé chevreuil. Et du coup, pourquoi je voulais citer, parce qu'on a vraiment la description de la forêt qui, encore une fois, qui grouille de vie. C'est peuplé de plein de petits êtres. Il
il y a la description des bois, des clairières, des forêts, des fourrés, tu vois, tout ce genre de choses. Il y a plein d'animaux qui interviennent et tout, qui sont personnifiés parce que oui, ils parlent, ok, mais on n'est pas non plus dans l'anthropomorphisme, tu vois. On n'est pas comme dans Mémoire de la forêt, par exemple, où le petit renard, il a dit non, ils ont quand même alors, entre guillemets, un comportement proche de la nature, même s'ils parlent, ils ont quand même pas. Genre, comme je disais, il n'y a pas d'amitié entre un fan et un lapin, mais genre, Bambi, il a à peine quelques jours, il voit un putois qui bouffe une souris, il est en mode, tu vois. Mais la souris, on lui parlait quelques instants avant, et la maman dit, bah, c'est comme ça, en fait. Tu vois, il y a ce côté-là, un peu cruel de la nature, quoi, de la vie et tout, et il comprend pas ça en tant qu'enfant, et du coup il grandit, et puis bien sûr il y a l'antagoniste qui est jamais vraiment nommé, c'est Louis, donc on comprend que c'est le chasseur, et c'est une présence qu'on devine, qu'on entend dans les coups de feu au loin, mais qu'on ne voit jamais. Voilà, et qu'on voit jamais, et il est franchement il est flippant en fait. La scène, j'ai beaucoup aimé, et donc la scène de la maman qui est bien sûr très très connue, qui voilà, et il y a aussi une autre scène avec un autre petit chevreuil qui, moi, j'ai dit ah ouais, ah oui d'accord, tu comprends, ça va aller, je fais ah d'accord, oh oui, ok, bon oui, c'est la nature est cruelle, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, donc je pense que c'est le genre de livre jeunesse entre guillemets qui est tout aussi intéressant à lire avec un œil d'adulte. Et je voulais aussi en parler parce que la nature comme symbole, ça c'est le genre d'œuvre qui a pris un autre symbole avec l'histoire. Parce que ok, il a été écrit en 1923, mais l'auteur Félix Salten était juif. Donc c'est le genre d'œuvre qui a été censuré en 1936 sous l'Allemagne nazie, parce que bah oui, alors c'est une interprétation après, parce qu'il a été écrit en 1923, mon Hitler il va au pouvoir 10 ans après, mais bon, l'antisémitisme était déjà là, bien sûr. Mais quand tu sais ce qui se passe quelques années après l'apparition du roman, tu dis ah bah oui quand même, la métaphore, le chasseur, les animaux chassés, tout ça, tu dis ah oui, d'accord. Du coup oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont censuré, se sont peut-être un peu reconnus dans le chasseur, je pense. Mais ouais, du coup, c'est genre, ouais, c'est une œuvre qui prend une autre portée, tu vois, c'est le mode, quand je l'ai écrit. Un autre éclairage. Ouais, quand je l'ai découvert, je pensais que ça avait été écrit, justement après la guerre ou pendant, tu vois. Mais non, en fait, c'est vraiment avant, mais ouais, c'est. Donc voilà, parce que pareil, niveau, voilà, avec la nature symbolique, etc., il y a plein de choses au niveau. Voilà, on pourrait sortir tout un corpus de ce que ça symbolise par rapport au pouvoir, etc. Donc voilà. De différentes formes d'oppression et tout. Enfin, rien que parler, je sais pas, la ferme des animaux de George Orwell, bon, bah, c'est que des animaux, et là, il y a des trucs hyper intéressants à faire par rapport. En même temps, rien que le nom des animaux, déjà, c'est très parlant, hein, George Orwell, il n'a pas été très délicat, là, quand même. Ça fait toujours rire. Le cochon au pouvoir. Voilà, le cochon qui s'appelle Napoléon. Napoléon. Et en France, on a une loi on n'a pas le droit d'appeler son cochon Napoléon. C'est une loi qui date du coup de notre cher empereur. Bah oui. Et c'est drôle que du coup que dans la ferme des animaux, le cochon s'appelle Napoléon. Je dis, j'avais sûrement aucune idée que cette loi existait, mais ça me fait toujours rire. Donc voilà. Je l'avais étudié au collège, ça. Ouais, c'était très très chouette. Enfin, chouette, je sais pas, mais c'était hyper intéressant en tout cas. Oui. Donc voilà, une autre, enfin là on est sur la personnification des animaux, mais pour un propos, quoi, donc un lien encore une fois avec aussi la nature, quoi. Voilà pour mes recommandations. Donc on arrive au terme de notre passionnante discussion. Encore merci d'être venu parler de la nature avec moi. Mais avec grand plaisir. Avant de nous quitter, est-ce que tu veux nous parler de tes projets en cours, de tes actualités si tu en as, ce que tu veux. Projet en cours, j'ai parlé de mon cyberpunk déjà, donc ça c'est en cours de premier jet, j'arrive sur le dernier tiers, donc après il va partir gentiment en soumission et je vais l'oublier pendant un certain temps. Voilà. Et après, oui, j'ai d'autres projets, notamment
quelque chose autour du fantastique et de l'historique. Et le côté autopsie et pitié salpêtrière. Voilà, ça c'est un premier projet. J'ai un projet carrément secret qui va me sortir carrément de mon genre habituel, un 4 mains, qui va être, je pense, ma prochaine rédaction de premier jet. Et puis j'ai quand même mon tome 3 de mutation à boucler. J'attends les derniers retours de bêta lecture avant de me pencher sur les corrections. Mais en fait, il devrait y avoir une petite actualité littéraire en fin d'année, là, je pense, qui va se profiler. Mais que pour l'instant, je préfère ne pas trop raconter. Je fais du teasing, pas du tout. C'est juste qu'il y a encore des incertitudes, donc je ne peux pas m'avancer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Et si jamais les auditeurs veulent être au courant, potentiellement voir dans quelques mois s'il se passe quelque chose, sur quel réseau ils peuvent te suivre pour suivre tes actualités? Alors, principalement sur Instagram, mon compte Josépha Juillet, tout attaché. Et puis, un peu sur Facebook, mais je suis pas trop. Un peu sur TikTok, mais j'y suis pas trop. Voilà. Donc, et en salon, je fais pas mal de salons encore. Là, prochainement, je serai aux Aliénales. Je sais pas si le podcast sera diffusé. Il sort le 15 octobre. Donc, après alors. Tu as d'autres salons après le 15 octobre pour cette fin d'année? J'ai pas de salon prévu, peut-être un marché de Noël, mais voilà. Et par contre, je serai aux Utopiales fin octobre si jamais vous voulez qu'on se croise. Je serai pas du tout en tant qu'autrice, mais je serai en tant que visiteuse. Et ce serait avec plaisir de rencontrer ceux qui le veulent. Normalement, j'ai jamais mangé personne, mais bon, sait-on jamais, un petit creux. Prévoyez le chocolat pour éviter que je vous mange, sinon. Merci beaucoup, Josépha. Merci à toi. Et puis, du coup, je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux, puis on aura l'occasion de se croiser au salon. Moi, je suis à Biennale déjà en tant que lectrice, donc je te ferai un petit peu. Très bien. On se croisera. Et puis, je dis à bientôt à nos auditeurs. Donc, le 31 octobre, vous aurez un épisode bonus. Et puis après, pour le prochain épisode, ça sera le 15 novembre. Allez, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes séances d'écriture. Et à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!